Donc, notre deuxième présentateur est étudiant au doctorat en psychologie. Vous pouvez accueillir Pierre-Antoine Leclerc, qui va nous parler de psychologie. Bonsoir, j'espère que ça va bien. Moi, je vous avoue que ça fait un petit peu drôle d'être ici, sur cette scène-ci, avec un micro, parce que la dernière fois que c'était arrivé, je me suis fait couper le son parce que je chantais trop mal au karaoké. Donc, en espérant que ça ne se produise pas ce soir. Comme vous pouvez le voir, je vais vous parler de psychédélique et de traitement de santé mentale. Là, je sais déjà, pour certains d'entre vous, ça peut sonner contradictoire, l'idée qu'on puisse utiliser une drogue pour le traitement de la santé mentale. Et si c'est le cas, j'étais exactement comme vous, jusqu'à ce que je reçoive l'appel d'un de mes amis en 2014. Puis je sais que ça va sonner un petit peu cliché, mais c'est un de mes amis qui est allé dans l'Ouest, qui a fait une première expérience de drogue, dont des psychédéliques. Puis quand il m'a appelé, ce qui est particulier, c'est qu'il ne m'avait pas appelé pour me louanger des psychédéliques, me dire d'en prendre. Au contraire, il venait de vivre un gros bad trip, il était anxieux, il avait vécu la peur et tout ça. Mais à travers cet appel-là, je voyais à quel point il avait un regard introspectif sur lui-même, comment il mettait des choses en question, comment il allait jusqu'au confins de son esprit. Fait que l'idée qu'on puisse utiliser une drogue pour changer notre état d'esprit, puis remettre les choses en question, vraiment commencer à germer en moi à partir de ce moment-là. Dans cet appel-là, il m'avait aussi dit que dans la vie, il y a des drogues pour avoir du fun, pour faire le party, puis les drogues psychédéliques, où est-ce que c'est plus spirituel, introspectif. Puis à ce moment-là, j'étais aussi vraiment à fond dans ma phase anticonformiste, puis hippie, fait que ça n'a pas été trop long que j'étais allé leur rejoindre dans l'Ouest pour voir qu'est-ce qui se passait là-bas. Ça se passe à chaque fois, je savais. Un trauma qui se répète. Puis à partir de ce moment-là, mon intérêt a juste été de plus en plus stimulé par tous les livres que j'ai lus, les articles scientifiques, je fais également mon essai sur ce sujet-là. Puis ça m'a juste donné de plus en plus espoir, c'est ça, j'ai l'image de ça, qu'on pourrait utiliser un traitement, un nouveau traitement pour traiter certains troubles qui ne marchent pas avec les thérapies conventionnelles. Donc avant de poursuivre, je pense que c'est important de définir qu'est-ce que j'entends par psychédélique. Moi, je me réfère surtout à la définition scientifique, puis ça inclut des drogues comme les champignons magiques, le LSD, l'ayahuasca qui est un breuvage hallucinogène qui est surtout consommé en Amazonie, puis la mescaline qui provient d'un cactus. Puis en fait, leur définition est basée sur leurs propriétés pharmacologiques. Donc, ils vont tous agir sous un même récepteur commun, donc il y a un récepteur de la sérotonine. La sérotonine qui est un neurotransmetteur, donc c'est simplement une molécule chimique qui permet d'envoyer un signal d'une partie du cerveau à un autre. Mais pour compliquer le tout, la sérotonine a plusieurs sous-récepteurs. On peut voir les récepteurs comme des boutons. Puis quand on vient appuyer sur chacun de ces boutons-là, ça va produire des effets différents. Puis avec les psychédéliques, c'est surtout avec le récepteur 2A que les effets vont se faire ressentir. Donc, selon cette définition-là, ça n'inclut pas les drogues comme la MDMA, la kétamine, le cannabis, qui sont souvent associées aux psychédéliques dans la culture populaire. Mais moi, je vais surtout faire référence au LSD et aux champignons magiques dans ma présentation. Donc, là, une question qu'on peut se poser avant de parler de traitement de la santé mentale, c'est de se dire, ouais, mais c'est pas dangereux ces drogues-là. Je pense que c'est important de se poser la question parce que c'est des drogues qu'on connaît pas trop, qui sont illégales depuis longtemps, qui ont été associées au mouvement hippie. Donc, on peut être vraiment stigmatisé. Fait que notre perception des risques peut être vraiment biaisée, surtout les risques relatifs, donc les risques par rapport aux autres drogues. Il y a une recherche qui est intéressante qui peut nous aider à répondre à cette question-là, qui a été réalisée en recrutant des experts en toxicomanie, puis que chacun des experts devait évaluer 20 drogues, autant légales qu'illégales, selon certains critères spécifiques, autant pour les dangers, les risques consommateurs qui prennent la drogue, donc les risques d'overdose, de dépendance, etc. Puis les risques pour l'entourage, la famille, les amis, mais également pour la société, donc tous les crimes associés à la consommation économique, etc. Et voici ce que ça a donné comme graphique. Ce qui est saillant, c'est que la drogue qui est considérée comme étant la plus nocive par ces chercheurs-là, c'est l'alcool. Tu vois, la substance qu'on est tous en train de consommer ce soir. Je pense que c'est un moment où est-ce qu'on peut se dire pas fier, pas fier, pas fier. J'ai hâte d'avouer celle-là. Un autre
Autre chose aussi qui peut être saillant, c'est qu'il y a 2 des 3 substances qui sont considérées comme étant les moins nocives, c'est le LSD et les champignons magiques, soit 2 drogues qui sont psychédéliques. Puis pourquoi je mets l'emphase là-dessus, c'est pas pour vous dire d'arrêter de prendre de l'alcool et de faire de l'acide à tous les week-ends, c'est surtout pour mettre de l'avant qu'on ne peut pas se fier sur la législation des drogues pour en juger leur nocivité. Parce que ce qui est politique et scientifique, des fois, c'est complètement indépendant. Puis la politique, c'est souvent influencé par les contextes historiques, sociaux, puis même religieux. Donc, je sais qu'il vous fasse s'en bien, mais gardez ça à l'esprit pour les gens qui veulent consommer des substances. Donc, c'est quoi les risques en lien avec ça? Est-ce que ce serait des risques de surdose? Une des façons de calculer ça, en fait, c'est de faire le ratio entre la dose qui est généralement consommée par les consommateurs puis la dose létale. Par exemple, avec l'alcool, la dose qui est généralement consommée, c'est 3 bières. Je sais qu'il y en a qui ne seront pas d'accord avec moi, mais je me base sur les chiffres. Puis la dose létale, c'est 30 bières. Donc, quand on fait le ratio 30 divisé par 3, ça fait un ratio de 10. Avec l'héroïne, ce ratio-là, c'est de 6. Avec les champignons magiques et le LSD, ce ratio-là, c'est de 1000. Donc, c'est assez difficile de mourir d'une overdose. Donc, les risques ne seraient pas liés avec ça. Est-ce que ce serait les risques de dépendance? Mais en fait, ce qu'on voit, c'est que ce n'est pas vraiment un problème qui se trouve chez les consommateurs parce que ça n'atteint pas le système de la récompense. Puis, même si quelqu'un voudrait en consommer chaque jour, après 3 à 4 jours de consommation consécutive, il y a une tolérance qui est totale des effets. Ça, même si on augmente la dose. Donc, c'est quasiment impossible d'être dépendant au psychédélique. Souvent, c'est associé au risque de psychose, surtout le LSD, ça peut causer une schizophrénie. On a souvent entendu ça dans les médias. Mais une étude, en fait, une enquête générale qui a été réalisée aux États-Unis avec 130 000 participants, dont 21 000 consommateurs à vie de psychédéliques. Donc, des personnes qui avaient déjà consommé au moins une fois un psychédélique dans leur vie et qui n'ont trouvé aucune association entre le développement de psychose puis la consommation de psychédéliques. Mais il y a quand même des chercheurs qui disent que ça pourrait arriver, ça serait très rare, mais seulement chez des gens qui sont prédisposés, donc des gens qui ont des vulnérabilités, ou qui ont de la famille avec des gens qui ont des troubles comme la schizophrénie ou la bipolarité. Mais dans les recherches actuelles, c'est un équipage en fait. Si quelqu'un a un membre de sa famille qui a un diagnostic de schizophrénie ou de bipolarité, il va être exclu de la recherche. C'est probablement pour ça que depuis le début des années 2000, on n'a recensé aucun cas de psychose dans les thérapies. Donc le risque serait pas vraiment là lorsque c'est contrôlé. En fait, ce serait surtout en lien avec les bad trips. La plupart des consommateurs, beaucoup de consommateurs, environ 30%, déjà rapporté un bad trip. Et quand je dis bad trip, c'est pas juste j'ai fait un trip, j'ai pas trop fumé. Pour certaines personnes, ça fait partie des expériences les plus souffrantes de leur vie, donc ça peut vraiment être assez challengeant. Mais ça arrive surtout chez des gens qui prennent des grosses doses, qui ne connaissent pas les effets, qui font ça dans un lieu pas contrôlé. Donc c'est quand même quelque chose qui se contrôle. Donc ceci étant dit, mettons qu'on dit que les risques sont assez contrôlés et qu'on veut faire ça en thérapie, bien, ça ressemble à quoi le contexte de la thérapie? En fait, c'est assez différent des thérapies conventionnelles. Premièrement, il y a 2 thérapeutes, parce que les effets peuvent durer, surtout pour les champignons magiques, c'est entre 4 à 6 heures, donc c'est important d'avoir 2 thérapeutes pour qu'il y en ait au moins tout le temps un qui est présent, parce que s'il y en a un qui veut prendre une pause aux toilettes, ben, ça laisserait la personne toute seule autrement. Pour ce qui est de la préparation, avant la séance sous le psychédélique, il y a 4 séances préparatoires d'environ 2 heures, où est-ce que le client et les thérapeutes ils vont, surtout qu'il y ait un lien de confiance, c'est ça le plus important. Les thérapeutes vont éduquer le client sur les effets possibles pour qu'il soit le moins surpris lors de sa séance. Ensuite de ça, comme vous pouvez voir, la personne est couchée, elle a un masque de nuit, des écouteurs. Ça, c'est vraiment le but d'amener un focus introspectif, que la personne vive une expérience, puis qu'elle soit le moins distraite par l'extérieur. Puis, après ça, c'est là que les thérapeutes vont surtout avoir un rôle à jouer, ils vont venir aider le client à faire du sens avec son expérience, ce qui est ressorti, ses traumas, ses émotions, pour pouvoir utiliser ces apprentissages-là dans sa vie quotidienne pour être plus adapté. Donc, là, on peut se poser la question, c'est bénéfique ça marche-tu vraiment? En fait, même, avec les études qui ont été réalisées, il y a des études qui ont été réalisées avec la dépendance à l'alcool, la nicotine, la dépression, l'anxiété, le trouble obsessionnel compulsif, plus communément appelé le TOC. Donc c'est pour ça que je
l'image de quelqu'un qui toque, qui s'appelle Doc. Je le trouvais bien drôle quand je fais ça. Puis, dans tous les cas, la condition psychédélique était significativement supérieure versus la condition placebo. Mais ce qui est impressionnant, c'est surtout la taille d'effet. C'est quoi ça, la taille d'effet? C'est à quel point que l'effet psychédélique était puissant. Donc, à quel point il y a eu une amélioration des symptômes de santé mentale. Puis pour vous donner une idée, on utilise le dé de Cohen pour la taille d'effet. Puis une grande taille d'effet, c'est généralement de 0,8. Mais avec les études, jusqu'à présent, on parle de 0,88 à 2,5 de taille d'effet. Donc c'est assez impressionnant comme résultat. Puis, au-delà de ça, une étude qui a également rapporté que les participants qui avaient vécu leur thérapie psychédélique classifiaient cette expérience-là parmi le top 5 des expériences les plus significatives de leur vie, donc dans le même top 5 que la naissance de leur enfant, que leur mariage. Puis, 87% ont également rapporté une augmentation de leur bien-être. Donc, ça montre à quel point que c'est assez important comme effet. Puis là, on pourrait se demander, ouais, mais c'est pas plus simple de prendre un antidépresseur, de prendre une petite pilule, puis c'est réglé. Je suis pas là pour juger qu'est-ce qui est bon ou mauvais, mais je pense que la personne qui souffre, elle devrait choisir elle-même son traitement. Puis pour ça, il faut bien comprendre les mécanismes. Puis ces différents mécanismes, puis pour comparer ça, on peut utiliser l'image de vouloir apprendre à pêcher ou vouloir avoir le poisson. Parce qu'avec les antidépresseurs, donc les ISRS, les antidépresseurs qui sont les plus souvent prescrits normalement, ça vient aussi activer un récepteur de la sérotonine. Et comme je disais tantôt, il y a plusieurs boutons. Puis lui, ce serait le bouton 1A. Qu'est-ce qui arrive quand on pèse sur ce bouton-là? Mais ça vient inhiber les régions sous-corticales, dont l'amygdale. Donc ça vient inhiber toutes les régions qui sont associées aux émotions. Donc la personne qui est anxieuse ou dépressive, elle va moins sentir des émotions négatives, elle va plus être capable de faire face à sa vie, mais sans même changer son fonctionnement psychologique ni son environnement. Donc c'est pour ça qu'on parle d'un coping passif. Mais l'affaire avec ça, c'est que ça vient aussi souvent atténuer les émotions positives. Donc, c'est pour ça que certaines personnes parlent d'un engourdissement émotionnel. Puis, il faut que la personne prenne des pilules chaque jour. Pour ce qui est des psychédéliques, comme je disais tantôt, ça vient appuyer sur le bouton 2A de la sérotonine. Ça, ce que ça permet, c'est que ça vient augmenter la plasticité, donc la capacité à se motiver, à apprendre. C'est toute l'idée de remettre les choses en question, de vivre des émotions, de vivre une expérience enrichissante. Puis à partir de cette expérience-là, le but c'est d'avoir un meilleur fonctionnement psychologique qui faire face à notre même environnement. Donc c'est pour ça qu'on parle d'un coping actif. Donc pour ceux qui connaissent la matrice, c'est un peu comme se poser la question, est-ce qu'on veut la pilule rouge ou la pilule bleue? Puis là on peut se dire, ouais c'est bien beau tout ça, mais il y a toujours bien des limites. Effectivement. Une des limites, c'est pas accessible à tous, comme les gens qui sont prédisposés aux troubles psychotiques. C'est pas tout le monde qui veut prendre des outils grosses doses parce que ça peut amener des expériences assez difficiles, confrontantes. Puis quelqu'un qui est en détresse ne peut peut-être pas passer par ce processus-là. Les échantillons dans les études sont encore petits, donc on va falloir attendre encore plusieurs recherches pour confirmer vraiment les résultats. Puis, il y a toujours aussi le pouvoir du placebo quand on parle de nouveaux traitements qui semblent prometteurs. Même avec les antidépresseurs, au début, quand ça a sorti, leur taille d'effet était vraiment plus significative parce qu'ils parlaient dans les médias de pilules virales, fait que les gens avaient comme plus espoir en ces traitements-là, ça que ça marchait plus. Fait que c'est ça qui se passe en ce moment, on ne sait pas, il faut rester critique puis attendre. Puis là, vous êtes chanceux parce que j'ai une permission spéciale de l'université aujourd'hui. On va pouvoir passer de la théorie à la pratique. Pas regardant votre siège. Pour ceux que c'est votre première fois, on va commencer à le petit lag. Mais c'est tout. Une question? Ouais, c'est une question. Ouais. Je me demandais, pour répéter ma question, que dans les études, par exemple, sur la dépression, je me demandais, est-ce que les études qui ont été faites sur la dépression, avec par exemple la kétamine, pour voir quel effet ça peut avoir, puis il y a certaines études qui sont sorties que c'était super positif, mais que ça ne se tenait pas dans le temps. Fait que je me demande si c'est des études qui ont été faites plus longitudinales au niveau de l'effet des psychédéliques, parce qu'on voit que c'est des grosses paires d'effets, mais à long terme, est-ce que ça dure, est-ce qu'on a besoin d'un autre traitement? Comment ça fonctionne?
Ouais, c'est vraiment une bonne question. Pour les études que j'ai vues, moi j'ai vu qu'il y avait des follow-up jusqu'à 6 mois, 1 an et demi pour les psychédéliques. Mais effectivement, c'est une bonne question, ça va en prendre plus. Puis c'est intéressant ce que tu apportes en comparant avec la kétamine. Parce que la kétamine, on parle aussi d'un traitement qui est vraiment prometteur, mais souvent, il faut que la personne en prenne plusieurs fois. Mais c'est qu'il n'y a pas de l'aspect psychologique, c'est seulement visé sur le traitement pharmacologique. C'est comme on donne une pilule, puis t'es guéri miraculeusement. Mais avec les psychédéliques, c'est vraiment, on met sur l'apprentissage, puis on vise un meilleur fonctionnement psychologique. Donc c'est pour ça peut-être que les effets se voient plus à long terme avec les substances comme les champignons magiques. Ben, c'est avec ta condition placebo. Je sais pas si c'est ta question. Ben, ça c'est un des problèmes quand on étudie les psychédéliques parce qu'on dit aux participants, on va vous donner soit un placebo ou un psychédélique. Puis la personne a peut se douter que quand elle prend un placebo, ben, qu'elle n'a pas pris de psychédélique. J'ai vu une des études qui avait donné du Ritalin pour que la personne sente quand même un effet stimulant quand même, puis qu'elle se dise clairement j'ai pris de quoi. Mais encore là, c'est tellement des effets distincts qui sont puissants que la condition placebo est souvent devenue. C'est un des défis quand on étudie ces substances-là. C'est une bonne question. On me demande où est-ce qu'on peut se procurer ces choses-là, c'est une très bonne question. En fait, nous autres, c'est ça parce que j'étais allé à Toronto pendant le temps des fêtes, puis partout dans la rue au centre-ville, il y avait des magasins qui vendaient des champignons magiques, mais c'est pas encore légal au Canada. Puis à Montréal, il y a un magasin qui a ouvert, puis la journée même, ils se sont fait arrêter par la police, mais étonnamment, nos amis ontariens, que j'ai toujours considéré comme plus conservateurs, eux, ils tolèrent ça. Fait ce qui est fun avec ça, j'encourage pas à en prendre. Je suis ça simple. mais c'est ça, c'est qu'en ce moment, un des risques quand on consomme une drogue illégale, c'est qu'on ne peut pas s'assurer de la pureté, mais si ça se légalise, qu'il y a des magasins, mais ça va peut-être être un petit peu plus sécuritaire par rapport à ça. Mais ça pousse partout dans le monde, sur tous les continents. Fait que tu peux en trouver en forêt si tu veux. Merci, Carl, pour ta présentation. Tu vas pas répéter. Ma question, c'est est-ce que ça a d'autres effets que sur la santé mentale, mais par exemple sur la santé physique ou d'autres aspects? Y a-t-il des études qui sont faites sur autre chose? Ben, en fait, on me demande si ça peut avoir d'autres aspects autres que sur la santé mentale. J'ai vu certaines études, ça reste à confirmer, c'est juste des débuts d'études que ça peut améliorer le trait de personnalité d'ouverture, donc toute notre capacité à être ouvert aux nouvelles idées, aux nouvelles expériences, essayer des nouvelles choses. Ça, c'est intéressant parce que c'est un trait de personnalité qui diminue avec l'âge, donc est-ce que ça pourrait aussi aider pour les personnes âgées ou en vieillissant à retrouver un petit peu leur intérêt pour essayer de nouvelles choses, puis puis aussi j'avais vu que ça pouvait aider pour la créativité. Ça, depuis longtemps qu'on en parle, mais surtout dans les années 50-60, mais ça n'avait pas encore été assez étudié pour avoir les résultats qu'on peut assurer que ça fonctionne, et surtout pour ce qui est de la pensée divergente. Donc ça, c'est toute l'idée de générer des nouvelles idées. Donc, il y a ça qui est intéressant, puis j'ai même vu un lien avec ça puis l'empathie. Mais comme tu sais, ça reste à confirmer, mais ça semble pointer dans cette direction.